Nous en sommes maintenant à la période de questions de réponse orale et je cède la parole à la chef de l'opposition officielle. Alors, Monsieur le Président, la semaine dernière, tous les indicateurs que nous avions étaient au rouge. Dimanche dernier, le ministre de la Santé nous a annoncé qu'il y avait 3 zones qui passaient à la couleur orange. Hier, le docteur Arruda nous a confirmé que nous étions bel et bien entrés dans une deuxième vague. Aujourd'hui, il y a 2 nouvelles zones qui passent de la catégorie jaune à la catégorie orange et une nouvelle zone qui passe de la catégorie verte à la catégorie jaune. Monsieur le Président, les Québécois nous regardent et demandent à leurs élus de travailler ensemble afin de faire front commun par rapport à la crise que nous traversons aujourd'hui. Et à titre de chef de l'opposition officielle, j'ai la responsabilité, évidemment, de questionner le gouvernement par rapport aux mesures qu'il met de l'avant, mais également, et j'en suis pleinement consciente, également de collaborer. C'est la raison pour laquelle je tends la main au premier ministre et je tends la main au gouvernement en leur disant que les rencontres hebdomadaires que nous avions avec les 3 chefs des oppositions faisaient en sorte qu'on était capable de peut-être mieux communiquer les informations. Alors je demande si nous pouvons reprendre ces rencontres hebdomadaires que nous avions pour faire en sorte que l'ensemble du Québec soit mobilisé pour passer à travers cette deuxième vague. Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux. Alors, Monsieur le Président, je pense que les gens, avec la mise au point que l'on fait régulièrement par la voie de nos points de presse avec les gens de la santé publique, et je pense que les gens comprennent bien maintenant dans quelle situation nous sommes. Je pense que la transparence que nous avons donnée au cours des derniers mois, et particulièrement depuis que nous avons mis notre système de zone d'alerte régionale, permet aux gens de voir qu'est-ce qui s'en vient. Mais les gens doivent comprendre, puis je l'explique régulièrement, et je vais continuer de l'expliquer, la situation dans une crise comme celle que nous vivons change tous les jours. À tous les jours, nous avons de la nouvelle information, qu'elle nous vienne de régions en particulier ou qu'elle nous vienne d'événements que nous avons vus, par exemple, soit dans des restaurants ou peu importe. Alors, ce que je dirais, Monsieur le Président, nous allons continuer avec toute la transparence que nous avons eue depuis plusieurs semaines. Et maintenant que nous sommes dans une voie, dans un endroit où c'est plus difficile par rapport à la pandémie, nous allons faire encore plus appel à l'opinion publique dans les prochaines semaines. Merci. Première complémentaire, Madame la chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, je ne peux pas être plus d'accord quant au rôle que joue la transparence. On a entendu le docteur Arruda nous dire qu'il était très, très, très préoccupé. Nous aussi, Monsieur le Président. Mais ce que nous devons faire, c'est assurer cette transparence. Demain, il va y avoir, pour les membres des médias, un briefing technique qui va expliquer les projections et les scénarios pour ce qui s'en vient dans les prochains mois. Est-ce que les partis d'opposition seront invités à participer à ce briefing technique? Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux. Alors, le briefing technique qui va avoir lieu, c'était justement une question qui avait été posée par l'opposition la semaine dernière, où on avait expliqué qu'un des 3 critères, Monsieur le Président, c'est de savoir quel est l'impact de la crise où on est rendu aujourd'hui sur notre système hospitalier. Et je le répète, il y a 3 critères. Il y a le nombre de cas, il y a le nombre d'éclosions, puis comment le système de la santé peut prendre la situation dans laquelle nous vivons. Ce que nous avons demandé à l'INES, c'est au cours des prochains jours de préparer un briefing technique qui va être disponible à toute la population par l'intermédiaire des journalistes qui seront présents pour être capables de bien l'expliquer. Merci. Deuxième complémentaire, Madame la chef de l'opposition officielle. Je n'ai pas entendu la réponse à la question. Nous devons savoir si les oppositions sont invitées au briefing technique. Oui ou non serait apprécié de la part du ministre dans le contexte où nous voulons collaborer. Le 25 août dernier, le premier ministre disait qu'il était prêt à affronter la crise qui s'en venait, qu'il était prêt et qu'il avait un plan. On constate depuis les 7 derniers jours que le Québec fait partie des pires provinces, c'est la pire province par rapport aux chiffres. Alors, comment est-ce qu'il peut répondre à cette question, le ministre de la Santé, et nous dire... Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux. Monsieur le Président, je pense que les gens comprennent bien que la situation qu'on vit au Québec est une situation difficile. Je vais répondre aussi que je suis en contact direct sur une base régulière avec la ministre de la Santé de l'Ontario
qui vit une situation tout aussi difficile. On n'essaye pas de battre des records à savoir qui a les meilleurs chiffres. On essaye juste de s'aider le plus possible et de comparer les méthodes que nous avons. Nous avons déposé un plan très clair il y a plusieurs semaines en 9 axes sur lesquels nous travaillons à tous les jours. Nous avons déposé un plan aussi pour les régions pour savoir comment nous allons agir. Alors moi, je pense que les Québécois réalisent que nous travaillons très bien sur ce plan. Troisième complémentaire, Madame la chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, nous nageons présentement dans une certaine confusion. Il ne peut pas y avoir des dizaines d'interprétations et des consignes qui ont été émises. La semaine dernière, chaque fois qu'il y a eu une mise à jour du gouvernement, il a fallu qu'il y ait 2, 3, parfois 4 rectifications qui soient faites de la part du gouvernement. Nous, ce que nous voulons, c'est nous assurer de la qualité de l'information. On constate encore une fois que le Québec fait partie de la pire province aujourd'hui par rapport à ses résultats. Nous ne voulons pas que ça se reproduise dans une deuxième vague. Que va-t-il faire? Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux. Dans une période de crise, un peu comme à la guerre, est-ce qu'on doit interpréter les changements que l'on fait régulièrement, Monsieur le Président, comme des erreurs? Moi, je vous le vois plutôt comme des ajustements qui sont nécessaires à tous les jours pour s'adapter à la crise que nous vivons. Donc, ce que je répondrai, et je vous donne juste un exemple, Monsieur le Président, dans la stratégie de dépistage, on est rendu qu'on est la province au Canada qui fait le plus de tests par million d'habitants. Alors, quand on nous demande de nous comparer avec les autres provinces, j'ai aucune gêne de dire que nous prenons tous les moyens pour protéger la population du Québec, et c'est ce que nous faisons tous les jours. Merci. Question principale, Madame la députée de Maurice Richard. Je vous remercie, Monsieur le Président. Nous sommes tous effectivement très préoccupés par la hausse des cas de COVID-19. Depuis une semaine, le Québec est la province au Canada où l'on rapporte le plus grand nombre de cas en proportion de la population. On entend que le gouvernement est de plus en plus inquiet, mais force est de constater qu'il n'est pas plus clair pour autant. Le gouvernement demande aux Québécois de respecter les consignes de santé publique, mais encore faudrait-il que ces consignes soient claires. Et en ce moment, c'est tout sauf le cas. Un exemple, les nouvelles consignes concernant les rassemblements privés. Hier, à l'intérieur de 2 heures, le ministre de la Santé nous dit que 6 personnes maximum, ça veut dire n'invitez surtout pas 5 amis à la maison. Pendant ce temps-là, la ministre de la Sécurité publique nous dit pas trop, vous pouvez inviter chez vous 5 amis qui viennent de familles différentes. C'est pas sérieux, Monsieur le Président. Quand le ministre est rendu à expliquer, quelques heures après son point de presse, ses propres consignes sur Twitter avec des émoticônes, c'est signe qu'il a échoué dans sa communication. Les Québécois ont besoin que le gouvernement fasse preuve de cohésion et de transparence. Monsieur le Président, il est temps que le gouvernement se ressaisisse et fasse preuve de rigueur. Première, Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux. Alors, Monsieur le Président, je dirais, et je vais répéter encore, il y a des ajustements souvent qui sont nécessaires pour soit tenir compte de situations particulières. Le point à laquelle la députée de Maurice Richard fait référence, pour moi, il est très clair. Nous avions un objectif qui nous avait été donné par la sécurité publique en cas de zone orange, de diminuer le nombre de personnes dans des parties privées, qui est la principale cause d'infection que nous avons connue dans les derniers mois. Nous avons même dit que nous avions un peu de flexibilité parce qu'on essayait de trouver un équilibre pour les familles. Nous avons discuté avec la santé publique suite à cette annonce-là, comment on pouvait ajuster cette règle-là. C'est sûr que des fois, ça peut sembler créer un peu de confusion. Nous avons fait les précisions nécessaires, mais je le répète, nous allons faire les rectifications à tous les jours s'il le faut, parce que nous devons nous ajuster à la lumière de tout ce qui se passe en ce moment au Québec. Puis d'ailleurs, on n'est pas les seuls. La plupart des gouvernements font des annonces quotidiennes pour ajuster leur stratégie. Madame la députée de Maurice Richard. Monsieur le Président, je voudrais revenir sur la question du code de couleur que mentionnait le ministre un petit peu plus tôt. La logique de ce code, c'était simple, c'était d'avoir un indice de communication clair et simple. La force est de constater que le gouvernement est en train de faire tout le contraire. Juste pour qu'on suive, là, on est rendu avec des zones vertes assurées jaunes, des jaunes assurées vertes, des jaunes assurées oranges, des oranges pâles, puis j'en passe parce qu'il y en a sûrement d'autres qui vont apparaître à travers la journée. C'est kafkaïen. Monsieur le Président, le gouvernement a indiqué que d'ici peu, certaines régions allaient devenir rouges. Peut-il nous expliquer clairement ce que ça implique pour les citoyens? La santé et des services sociaux. Monsieur le Président, je trouve intéressant que la députée de Maurice Richard dise que notre
système de couleurs en zone n'est pas clair, alors que le parti, il y a quelques semaines, s'est servi du même code pour expliquer une stratégie qu'il pourrait défendre dans les écoles. Je trouve ça que c'est un petit peu intéressant d'avoir fait ça. Mais peut-être qu'à ce moment-là, ils trouvaient que c'était une bonne idée, alors que ce n'est plus non plus. Peut-être qu'ils ont changé d'idée, puis maintenant, ils apparaissent que ce n'est pas une bonne idée. Monsieur le Président, je voudrais juste continuer. Maintenant, il y a une chose qu'on avait dit, Monsieur le Président, il y a une chose qu'on avait dit aussi très clairement, c'est que nous allions aussi avoir la flexibilité de ne pas agir uniquement sur une région, mais d'être capable d'avoir le jugement nécessaire pour prendre des sous-régions lorsque le cas l'exigeait. C'est ce que nous faisons. Je vous rappelle que c'est le député qui pose la question à la parole comme celui qui doit répondre. Madame la députée Maryse Richard. Monsieur le Président, j'ai entendu aucune réponse à ma question qui était fort simple. Personne au Québec ne veut revivre la même situation qu'au printemps et être reconfiné du jour au lendemain. Les Québécois ont besoin de prévisibilité. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut nous dire ce qui va arriver dans les zones rouges? Qu'est-ce qui va être ouvert? Qu'est-ce qui va être fermé? On a besoin de savoir. Le ministre doit faire preuve de transparence. Les Québécois ont le droit de savoir. Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux. Monsieur le Président, lorsque nous avons expliqué justement les zones d'alerte régionale il y a quelques semaines, nous avons donné des exemples dans chacune des 4 paliers de ce qui pouvait arriver, mais nous avons aussi bien mentionné qu'il pourrait y avoir des ajustements en fonction de l'évolution de la pandémie. Et on l'a très bien vu. Je vous donne un exemple. On avait indiqué au début qu'on pensait que lorsqu'on passerait à la zone orange, on devrait arrêter, par exemple, les activités parascolaires ou les activités sportives. Après discussion avec la santé publique dans les dernières semaines, on s'est rendu compte que ce n'est pas là que nous avions les éclosions et nous nous sommes ajustés et je pense que tous les Québécois sont contents qu'on l'ait fait. Monsieur le député de La Fontaine. Monsieur le Président, depuis mars 2019, depuis donc 1 an et demi, l'entente relative au financement public des services de garde en milieu familial a pris fin. Le ministre de la Famille n'a toujours pas réussi à négocier une nouvelle entente. En mars 2020, le même ministre affirmait, je le cite, « Je pense personnellement que c'est un peu tôt pour faire la grève », fin de la citation. En mai 2020, il a avoué, je le cite, « Si je me mêle de tout ça, c'est la meilleure façon que les négociations ne se passent pas très bien ». Depuis juin, Monsieur le Président, le ministre, le gouvernement de la CAQ est au courant depuis juin que le lundi 21 septembre, qui est arrivé hier, s'ils ne s'entendent pas, c'est grève générale illimitée. C'est ce qui est arrivé. Des milliers de parents se sont cognés le nez sur la porte, Monsieur le Président, parce que le gouvernement n'a pas voulu offrir mieux qu'en dessous du salaire minimum. Le salaire minimum est à 13,10 $, ils offrent 12,83 $ de l'heure. Ça, Monsieur le Président, et elles sont, et je les salue, devant l'Assemblée nationale. Quand le ministre va-t-il s'occuper du dossier? Monsieur le ministre de la Famille. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je remercie le député de La Fontaine pour sa question. D'abord, permettez-moi de vous dire que c'est quand même assez curieux que le député de La Fontaine vilipende cette entente qui est actuellement en vigueur quand qui a signé la dernière entente collective? Évidemment, le précédent gouvernement libéral qui était là. Donc, je pense que le député de La Fontaine devrait parler avec son collègue, le député de Robert Baldwin, pour voir comment ça s'est passé, les dernières négociations. Moi, ce que je sais, c'est que lorsque la dernière négo s'est terminée, 2015, 0,5 % d'augmentation en 2014, 0,5 % d'augmentation en 2015. Nous, ce qu'on offre actuellement à la table de négociation, c'est 9,8 % d'augmentation, Monsieur le Président, sur 4 ans. Ça respecte la capacité de payer des Québécois. Ça représente 55 000 $ par année pour une éducatrice en milieu familial. On doit négocier de bonne foi. On doit le faire pour en arriver à une entente et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé la présence d'un médiateur. Première rencontre aujourd'hui. Je suis persuadé que si on travaille ensemble, le syndicat et le gouvernement, on en arrivera à une entente parce qu'on le doit à nos tout-petits et à leurs parents qui s'attendent à retrouver leur place. Je vais vous demander, s'il vous plaît, d'éviter de commenter sur les réponses et d'éviter de vous interpeller tant pendant les questions que pendant les réponses. Vous comprenez, vous connaissez la règle. Monsieur le député de La Fontaine. Monsieur le Président, la dernière entente, à date de 2015. Ça fait 5 ans. Ça fait 1 an et demi que l'entente est échue, Monsieur le Président. Deuxième élément. Troisième élément, salaire minimum est rendu à 13,10 $. Je ne sais pas si le ministre est au courant depuis mai cette année. Ils sont en dessous du salaire minimum. Il y a un rattrapage à faire en ce sens-là. Elles sont plus de 500 devant l'Assemblée nationale, Monsieur le Président, et il n'a pas trouvé mieux que de donner
aucune réponse à l'analyse chiffrée qu'elles ont déposée. Et aujourd'hui, ils se targuent de dire « j'ai nommé une médiatrice » quand ça fait 1 an et demi qu'il aurait dû régler le dossier. Quand va-t-il s'en occuper? Ministre de la Famille, à vous la parole. Vous savez, tantôt, Monsieur le Président, le député de La Fontaine était dehors. J'ai écouté son discours, ça m'intriguait. Il a dit « Votre combat, c'est notre combat. Il faut que vous continuez. C'est épouvantable que vous gagniez sous le salaire minimum. » Écoutez, ce sont eux qui ont signé la précédente entente. Et à l'époque, j'invite le député de La Fontaine à aller lire la revue de presse, mais le même débat avait lieu et le gouvernement répétait la même chose parce qu'honnêtement, dans ce cas-ci, je vais lui donner raison, c'est la bonne réponse. Elles ne sont pas payées à l'heure, elles reçoivent une subvention. On est prêt à négocier et on veut négocier. Et cet été, on aurait aimé négocier à temps plein, Monsieur le Président, mais le négociateur de la FIPEC, celui qui est à la table, est en vacances pendant tout le mois d'août. Du 3 au 31 août, la grève a commencé le 1er septembre. Deuxième complémentaire. Monsieur le député, s'il vous plaît, encore une fois, chacun respecte son droit de parole. Monsieur le Président, que le ministre s'adresse aux parents du Québec, aux milliers de parents du Québec qui sont cognés le nez à la porte en disant « Négociateur de la FIPEC, t'es pas là, j'ai pas fait ma job. » Ça fait 1 an et demi qu'il fait pas sa job. Puis il parle des salaires, Monsieur le Président. Ce matin, à l'émission Paul Arcand, je le cite, il m'invite à lire la revue de presse, je le cite, c'est pas du cheap labor, c'est un choix. Ce sont des travailleuses autonomes qui font ce choix-là en sachant combien elles vont recevoir. Fin de la citation. Monsieur le Président, quand on offre sous le salaire minimum, c'est ce qui arrive. C'est les enfants, c'est les éducatrices et les parents du Québec qui payent pour ça. Et je vais vous demander de faire attention aux termes que vous employez. La notion de respect est très importante ici. Vous le savez, Monsieur le ministre, vous avez maintenant la parole. À vous les réponses. Merci, Monsieur le Président. C'est un fait. On aurait voulu négocier tout l'été, mais le négociateur de la FIPEC est en vacances. Je suis pas là, je suis en vacances. Et la journée de son retour, les grèves ont commencé. Donc, je pense qu'il faut remettre les choses en perspective. Du cheap labor, Monsieur le Président, 55 000 par année. Est-ce que les Québécois qui nous écoutent, qui gagnent 55 000 par année, sont du cheap labor? Les employés des bureaux de circonscription du Parti libéral qui gagnent 55 000 par année, est-ce que c'est du cheap labor? Je pense que c'est une offre qui est raisonnable, qui respecte la capacité de payer des Québécois. Ce que le syndicat nous demande, 35 d'augmentation, ça coûterait 1 milliard de dollars aux Québécois qui n'ont pas cette capacité de payer. Question principale, Madame la députée de Joliette. Soyons tous attentifs. On sait à quel point les parents du Québec cherchent parfois désespérément des places en service de garde. On a d'ailleurs appris que le nombre de parents en attente d'une place au guichet unique est passé de 42 000 à 46 000 au cours de la dernière année. Et de l'autre côté, on a aussi appris que 13 000 places existantes en milieu familial ne peuvent pas être offertes, faute d'éducatrices pour les prendre en charge, la pénurie faisant littéralement des ravages. Et il faut ajouter à cela la fermeture de plus de 500 milieux familiaux dans la dernière année et 300 supplémentaires des suites de la pandémie, plus de 5 000 places perdues. Pendant ce temps, le ministre, lui, il ne semble pas saisir l'urgence de la situation, puis l'importance surtout de reconnaître le travail des éducatrices pour leur donner le goût, avec des conditions intéressantes, d'occuper ces emplois-là. Alors, face à son refus de valoriser le travail des éducatrices, est-ce qu'il peut nous dire comment il va s'y prendre pour éviter qu'il y ait toujours plus de parents en attente d'une place? Monsieur le ministre de la Famille. Bien, je pense que la question salariale, c'est un élément qui est important. Et c'est la raison pour laquelle on met de l'argent sur la table. On n'est pas dans les 1 d'augmentation, on est à 9,8 d'augmentation. On leur propose 55 000 par année. Elles aimeraient que ce soit 70 000, plus de 70 000 par année. Les Québécois n'ont pas cette capacité de payer au moment où il y en a beaucoup qui ont perdu leur job. Il y en a beaucoup qui ont eu une baisse de salaire dans le secteur privé. Et nous, parce qu'on sait que la valorisation de cette profession, elle est importante, on n'a pas ajusté notre offre à la baisse malgré le contexte qu'on vit. On l'a maintenu. Et on est prêt à négocier sur cette base-là 9,8 Et en parallèle, on va aussi agir sur ce qui n'est pas monétaire. Là-dessus, on a fait plusieurs ententes avec la FIPEC. On s'entend bien avec les syndicats sur le reste, qui n'est pas monétaire, et notamment sur tout ce qui est question paperasse, toute la bureaucratie sous laquelle sont ensevelis les responsables de services de garde en milieu familial. Je l'ai déjà indiqué. On travaille là-dessus, on les a consultés et on a retenu plusieurs de leurs suggestions. On aura l'occasion de déposer ça le plus rapidement possible. Première complémentaire, Madame la députée de Joliette. Est-ce que vous avez entendu le ministre bouger sur ses positions depuis le début des grèves tournantes? La réponse, c'est non.
Alors, pour rester autant campé sur ses positions, j'aimerais que le ministre nous dise ce avec quoi il n'est pas d'accord. L'importance de soutenir l'emploi des femmes, l'importance de valoriser le travail des responsables de services de garde, l'importance d'aider les parents dans leur conciliation famille-travail, l'importance des impacts économiques d'un manque de place en services de garde ou l'importance de penser aux enfants. La famille. Je suis d'accord avec tout ça, Monsieur le Président, mais il faut le faire en respectant la capacité de payer des contribuables. Vous savez, ce serait facile de déposer un budget sans crédit. Ce serait facile d'arriver et puis de dire que l'argent pousse dans les arbres. Non, les Québécois qui nous écoutent, ils ont une capacité de payer qui est limitée. On est dans une période où l'économie n'est pas ce qu'elle était il y a 6 mois. Et malgré tout, on a décidé de maintenir les offres qui ont été déposées, 9,8 %. Et ça, c'est une partie de la solution, parce que je l'ai déjà dit, on va agir aussi sur tout le reste. Est-ce que j'ai bougé depuis le début des négociations? Bien sûr, Monsieur le Président, devant l'impasse, j'ai moi-même demandé l'intervention d'un médiateur. Le syndicat dit on ne sera pas capable de s'entendre. Moi, je pense qu'on est capable, on a cette responsabilité. Deuxième complémentaire, la parole n'appartient qu'à la députée de Joliette. Des milliers et des milliers de places qui ne peuvent pas être offertes faute d'éducatrices qui occupent les emplois. Le premier ministre nous a dit il y a quelques mois que s'il avait un regret pour les CHSLD, c'est qu'il n'avait pas bougé assez vite pour contrer la pénurie de préposés. Alors, j'aimerais savoir si le ministre va attendre que la pénurie causée et la crise qui s'ensuit dans les services de garde par le manque d'éducatrices, est-ce qu'il va attendre que ce soit aussi grave que dans les CHSLD pour bouger enfin? Monsieur le ministre de la Famille. Monsieur le Président, d'abord, permettez-moi de vous dire que les comparaisons avec les CHSLD sont plutôt boiteuses et je dirais très glissantes. Parce que ce qu'on a connu dans nos CHSLD, cette pénurie libérale de préposés en CHSLD a causé des centaines de décès. Et moi, je ne ferai pas de politique avec ça. Mais ce que je vous dis, c'est qu'on va continuer nos efforts à la table de négociation. On va continuer de vouloir améliorer les conditions de travail des éducatrices en milieu familial parce que, oui, c'est important de le faire et on a cette responsabilité de s'entendre. Le syndicat disait hier sur les ondes, on ne sera pas capable de s'entendre. Bien, moi, je pense qu'on doit se relever les épaules, se relever le menton, négocier de bonne foi, on est capable. Question principale, Monsieur le député de Jean Lesage. Monsieur le Président, on le sait, notre dernier rempart, notre meilleur rempart contre la pandémie, c'est la question du dépistage et les enquêtes épidémiologiques qui s'en suivent. Il y a des choses qui vont mieux, on teste davantage qu'au printemps et ça, c'est une bonne chose. Par contre, pour les enquêtes épidémiologiques qui s'en suivent, on a un problème, les délais sont inacceptables. On entendait la semaine passée qu'il y a seulement 30 personnes qui font de telles enquêtes à Montréal, à la santé publique. Et pour des dizaines, voire des centaines de nouveaux cas par jour, c'est complètement insuffisant. Ça fait des semaines, des mois, au crédit déjà, le ministre de la Santé nous disait « on est prêt, on se prépare, on va être prêt pour la deuxième vague ». Là, on est dans la deuxième vague. Puis manifestement, les effectifs ne sont pas là à la santé publique. Grâce aux coupes des libéraux, il manquait déjà du personnel à la santé publique avant la pandémie. On en a remis. Mais il n'y en a pas assez. Ça fait 6 mois. Monsieur le ministre Combien de la Santé de gens et des font du Services sociaux. traçage? S'il vous plaît, la parole appartient au ministre. Très bien. Alors, oui, Monsieur le Président, j'apprécie la question parce que je l'ai dit plusieurs fois dans les dernières semaines, la question du dépistage, pour nous, elle est très critique. Moi, je le répète au député de Jean Lesage, je suis très content que d'un côté, on a pu monter au-dessus même de nos objectifs qu'on avait il y a même un mois et demi, de passer au-dessus de 14 000 tests par jour, qui était notre objectif lorsqu'on avait difficilement la capacité de faire 10 000 12 000 tests par jour il y a un mois et demi. Ce qu'on a réussi à faire en poussant la machine beaucoup, c'est qu'on a été capable, avec sensiblement le même équipement, de passer à des journées, on a même eu jeudi dernier, je me souviens bien, 29 000 tests sans ajout d'équipement. C'est quand même incroyable qu'on a pu pousser la machine pour avoir autant de tests dans la même journée. Mais je l'ai répété et je vais le redire, est-ce que c'est avec la qualité de service qu'on aimerait avoir? La réponse, c'est non. On a dit qu'on allait travailler sur les délais. Nous avons travaillé beaucoup en amont pour diminuer nos files d'attente. Les gens peuvent le voir depuis quelques jours. On a réussi à diminuer les files, mais on va continuer à s'améliorer, Monsieur le Président. Monsieur le député de Jean Lesage.
Merci, M. le Président. Ma question, c'est il y a combien de gens en ce moment au Québec qui font des enquêtes épidémiologiques? Combien de personnes ont la tâche de faire des enquêtes suite à des nouveaux cas positifs de COVID-19? Ministre de la Santé et des Services sociaux. Alors, on est en train d'amasser justement l'information pour être capable de répondre non seulement à cette question-là, mais de voir dans quelle région on peut augmenter le nombre de personnes. Puis je vais m'expliquer. On était capable, dans les dernières semaines, de passer d'une région à l'autre pour être capable de faire des tests tout en respectant les règles de PCI, qu'on appelle de contrôle des infections. Par contre, avec la rapidité à laquelle les chiffres ont monté, les cas ont monté dans les dernières semaines, bien, ce déplacement-là n'est pas possible sans mettre à mal notre système de santé, comme je l'ai expliqué, parce qu'on doit prendre des infirmières puis aller faire du test. Alors, donc, oui, on va augmenter le nombre de personnes. Votre question est... Deuxième complémentaire, M. le député Jean Lesage. Je constate que le ministre ne sait pas combien de personnes font des enquêtes épidémiologiques au Québec en ce moment. C'est grave. Ça devrait être notre préoccupation principale en ce moment. D'abord, pas obligé de délester du personnel pour faire des enquêtes. Oui, pour rappeler des gens qui ont un test positif, ça prend une infirmière, mais pas pour faire une enquête épidémiologique. Une personne qui fait une enquête épidémiologique peut en faire 3 dans une journée. Si on a des journées à 1000 nouveaux cas, comme en avril dernier, ça veut dire qu'il nous faut 368 personnes. Il y en avait 30 à Montréal. Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux. Je répondrai au député Jean Lesage que sa question peut sembler simple, mais elle est complexe. Parce que lorsqu'on regarde les tests, Monsieur le Président, et c'est une chose, au niveau des enquêtes, ça prend toute l'expertise qui est requise pour faire le traçage. Le traçage commence avec les résultats de tests. Il faut regarder un nombre d'éclosions. Je lui donnerai juste l'exemple, puis je l'ai mentionné un petit peu plus tôt aujourd'hui. Seulement dans les derniers jours, Monsieur le Président, on est passé de 175 éclosions par jour à plus de 250 éclosions. Alors, il faut regarder l'ensemble du Québec et je pense que le député va voir les améliorations. Madame la députée de Maurice Richard. Monsieur le Président, on apprenait ce matin que de mars à juin dernier, ce sont 5 000 Québécois dont le cancer n'aurait pas été diagnostiqué. Et de ce nombre, 5 000, ce n'est probablement que la pointe de l'iceberg, parce qu'on peut penser que le nombre a augmenté encore davantage depuis le mois de juin. Dès le début de la pandémie, le gouvernement a mis à l'arrêt total, notamment le dépistage du cancer du sein et le cancer du côlon. Le gouvernement savait que la situation dont il est question ce matin se pointerait le bout du nez. C'est la santé de milliers de Québécois qui est présentement en cause. Aujourd'hui, les Québécois sont inquiets. Il y a des gens qui nous écoutent, qui veulent savoir ce que le ministre fera. C'est quoi le plan du ministre pour relancer le dépistage et pour s'assurer que les Québécois ne verront pas leur santé compromise à cause des décisions du gouvernement? Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux. Alors, j'ai bien expliqué, Monsieur le Président, au cours des dernières semaines, qu'il y aurait un effort qui serait fait du côté du dépistage. Il faut se souvenir, pas du dépistage, pardon, au niveau des chirurgies et particulièrement pour l'évaluation des gens qui pourraient se faire diagnostiquer pour le cancer. On a environ, habituellement, en dehors de la période de pandémie, environ 60 000 diagnostics par année. D'accord? Pendant la période de la pandémie, il y a eu une baisse de la demande de diagnostics. Nous avons, à ce moment-là, le ministère avait demandé aux gens de continuer à venir se faire diagnostiquer, mais pour un ensemble des raisons, les gens n'étaient peut-être pas confortables d'aller dans les hôpitaux ou d'aller dans les cliniques. Et il y a eu une baisse importante du fait qu'il y a eu au moins 5 000 diagnostics de moins. Nous invitons maintenant les gens, parce que nous avons une stratégie qui est différente, parce que nous allons faire moins de délestage, nous sommes capables maintenant de faire le même nombre de diagnostics de cancer que nous faisions avant. Alors, je veux rassurer la population ici aujourd'hui qu'on est capable de dépister ceux qui ont besoin de se le faire pour le cancer. Première complémentaire, Madame la députée. J'entends le ministre parler du problème, mais j'entends pas de solution. J'entends pas de plan, j'entends pas de stratégie. J'ai questionné le ministre la semaine dernière sur les chirurgies également qui ont été rapportées. La semaine dernière, on comptait 92 000 chirurgies en attente. Aujourd'hui, en date du mois de juin, nous en sommes à 137 000.
La semaine dernière, le ministre de la Santé nous disait qu'il avait un plan très clair avec la Fédération des médecins spécialistes. Dans les heures qui ont sorti, la présidente de la Fédération des médecins spécialistes a dit « c'est mission impossible ». Est-ce que le ministre a un plan et peut-il le déposer immédiatement si c'est le cas? Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux. Écoutez, les mêmes questions reviennent toujours, puis je vais prendre tout le temps, Monsieur le Président, pour répondre aux questions de la députée de Maurice Richard. Les chirurgies qui sont en retard, c'est un choix qui a été fait durant la dernière pandémie pour une raison très simple. Nous devions mettre les priorités sur la COVID. C'est un délestage massif qui a été fait, étant donné plusieurs raisons. Les gens ont vu combien de décès on a eu. Maintenant, nous avons dit clairement que partie de notre plan, on allait faire moins de délestage dans le champ. Le plus bel exemple de ça, Monsieur le Président, puis je vais être très clair envers les Québécois, nous avons ramené le seuil de 6 000 à 2 000 chambres. Je pense que c'est un plan très crédible. Deuxième complémentaire, Madame la députée. Monsieur le Président, on repose les mêmes questions au ministre. C'est peut-être parce que ses réponses sont incomplètes. On lui pose une question qui est très claire au nom des Québécois qui nous écoutent à l'heure actuelle, qui sont inquiets parce qu'ils sont en attente de chirurgie et ils n'ont aucune visibilité sur le moment où la situation va se régler. Le ministre n'a pas de plan, le ministre n'a pas de stratégie. La Fédération des médecins spécialistes elle-même vient de dire que c'est mission impossible et que les discussions ne vont pas dans la bonne direction. Si le ministre sait où il s'en va, bien qu'il rassure les Québécois puis qu'il leur réponde ici en cette Chambre. Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux, à vous la parole. On va rester calme. Moi, j'inviterais la députée de Maurice Richard d'aller voir sur notre site Web. Le plan d'intervention a été déposé en date du 11 juin. Je lui ai déjà répondu. Je pense que les gens savent très bien que nous avons un plan, mais le meilleur service que les Québécois peuvent nous rendre, c'est d'enlever la pression sur le système de la santé en respectant les règles sanitaires. Plus on va être capable de contenir la deuxième vague, plus on va être capable de soigner tous nos gens et même de faire le rattrapage dans les chirurgies qui, malheureusement, n'ont pas pu être faites. Alors, je le répète, aujourd'hui, nous avons un plan. Nous voulons rattraper les chirurgies qui n'ont pas été faites et notre plan il est sur notre site Web, Monsieur le Président. Question principale, Madame la députée, de Marie-Victorin. Monsieur le Président, au moment de sa nomination, le ministre de la Santé a affirmé qu'après avoir traversé la première vague, on ne pouvait pas se permettre de faire les mêmes erreurs pour la deuxième vague. Je le cite, « On a l'été pour nous préparer et arriver prêt en septembre. » Je sais pertinemment que c'est loin d'être simple, mais la deuxième vague est arrivée et comme députée, je ne peux pas m'empêcher d'être inquiète. Dans les dernières semaines, il y a eu un rapport, il y a eu un plan d'action, mais concrètement, il y a encore beaucoup de confusion sur le terrain alors qu'on nous promettait une meilleure communication. La chef de l'opposition officielle y a fait référence tantôt. C'est vraiment difficile de s'y retrouver dans les différentes interprétations des directives, puis ça joue directement sur la confiance des citoyens. On comprend qu'il y a des ajustements qui sont nécessaires, mais nous, on doit pouvoir répondre aux gens dans nos circonscriptions. Je vous donne un exemple. Hier, j'ai posé une question à un cabinet, on m'a référé à la direction de la santé publique, qui m'a référé à un autre cabinet, encore une fois à la santé publique. Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en place des lignes centralisées dans les régions pour répondre aux questions des citoyens? Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux. Très bien. Alors, j'aimerais, Monsieur le Président, répondre à la question de la députée parce que je la trouve non seulement légitime. On le sait qu'il y a eu plusieurs changements qui sont nécessaires, je l'ai répété et je l'ai expliqué, parce que les conditions de la pandémie changent tous les jours. Par contre, ce que nous avons demandé à la santé publique par l'intermédiaire de la ministre de l'Habitation, d'être capable de rétablir le contact que nous avions avec les élus municipaux durant la première vague. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui était apprécié par tous les députés, qu'ils soient de l'opposition ou du gouvernement. Alors, nous sommes à mettre en place ce système de communication qui va permettre aux gens de la santé publique de répondre à toutes les semaines, une fois par semaine, aux questions que les élus municipaux pourraient avoir pour pouvoir répondre à leurs citoyens. Merci, Monsieur le Président. Première complémentaire, Madame la députée Marie-Victorin. Monsieur le Président, bien d'accord avec le renouvellement de ces rencontres. Par contre, les PDG des CIS doivent aussi être autour de la table. Le ministre le sait, en Montérégie, c'est particulièrement compliqué. On a besoin de réponses. Je lui ai demandé en commission parlementaire si les recommandations du rapport Savoie allaient également être appliquées à notre région. Il m'a répondu que oui, c'était son intention, mais visiblement, ils n'ont pas eu le mémo parce que quand la situation a été relevée par un média local,
le CIS Montérégie-Centre a dit qu'il n'allait pas commenter parce que le rapport ne s'applique pas à eux. Alors, où en est-on en Montérégie? Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux. Oui, nous allons, Monsieur le Président, nous allons nous assurer qu'effectivement, l'essentiel des recommandations qui ont été faites, qu'on l'appelle le rapport Savoie ou le rapport de Montréal, qui mettait une meilleure gouvernance. D'ailleurs, on le voit très bien avec Mme Bélanger qui pilote cette coordination pour tous les CIUS et les CIS de la région de Montréal, devrait s'appliquer aussi à la Montérégie. Alors pour nous, si ce n'est pas finalisé encore, nous allons le faire parce que cette gouvernance-là, cette meilleure coordination est vraiment une clé au succès des prochaines semaines. Alors nous allons nous assurer que ça soit en place. Deuxième complémentaire, Madame la députée. Monsieur le Président, une autre recommandation cruciale du plan d'action du gouvernement est l'interdiction de la mobilité de la main-d'œuvre entre les différents établissements. Malgré toute la bonne volonté du gouvernement, on sait pertinemment que ça a toujours cours. Alors, ma question est simple. À quand un arrêté ministériel pour véritablement l'empêcher une fois pour toutes? Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux. Alors, Monsieur le Président, on n'a pas besoin d'avoir un autre arrêté ministériel supplémentaire. Je vous dirais que la question de la mobilité de la main-d'œuvre que nous avons appris avec la première vague a été clarifiée dans le plan que j'ai déposé il y a plusieurs semaines. La mobilité dans le personnel, les préposés aux bénéficiaires, elle est interdite avec l'ajout de préposés que nous avons fait. Nous avons dit que s'il y avait des exceptions qui pouvaient se faire du côté des infirmières ou infirmières auxiliaires, à la seule condition, je le répète, que ça se fasse dans un contexte de PCI qu'on appelle de protection et de contrôle des infections. Nous avons même un sous-ministre associé qui n'est responsable que de ça, de s'assurer que ça va être en place. Merci. Question principale, Madame la députée de Sherbrooke. Depuis hier, il y a 10 000 éducatrices en milieu familial qui sont en grève. On parle de femmes qui sont des piliers de notre société, qui soutiennent des parents dans le développement de leurs enfants, qui permettent à des dizaines de milliers de personnes d'aller travailler. On sait tous à quel point elles sont essentielles et d'ailleurs, dès les premières heures du confinement, le gouvernement a dû mettre en place des services de garde d'urgence. Et pourtant, la CAQ les traite encore comme des gardiennes au point où elles quittent le réseau. Le bilan de la CAQ jusqu'à maintenant, c'est une perte nette de milliers de milieux familiaux. On est devant un exode. Il manque déjà 4 000 éducatrices pour pouvoir offrir les places qui attendent sur des tablettes. Les inscriptions en technique d'éducation à la petite enfance sont en baisse. Pour celles qui restent, là, c'est la négociation de la dernière chance. Le ministre nous dit qu'elles choisissent le métier en sachant le salaire qu'elles vont gagner. Il dit qu'elles en demandent trop. Alors, j'aimerais ça que le ministre nous dise, c'est quoi son plan B pour offrir des services aux parents si celles qui restent quittent? Monsieur le ministre de la Famille. Merci, Monsieur le Président. Je ne peux pas être plus d'accord avec ma collègue lorsqu'elle dit que les services de garde éducatifs à l'enfance sont importants, sont essentiels au Québec. Je me lève chaque matin avec l'objectif de vouloir les améliorer. Bon, je comprends qu'on n'est pas toujours d'accord. Ceci dit, la députée de Sherbrooke, je la salue, elle a souvent des propositions très constructives. Sur la question de la négociation, on est en désaccord parce que je l'entendais ce matin dire candidement et avec toute la bonne intention du monde aux syndiqués présents à la manifestation que si c'était d'elle, il n'y aurait pas du tout de négociation et qu'elle leur donnerait tout ce qu'elle demande. Évidemment, moi, comme ministre de la Famille, malgré tout le bien que je pense du réseau et malgré que je sache à quel point il est essentiel, je ne peux évidemment pas signer un chèque en blanc et engager 1 milliard de fonds publics supplémentaires sur un budget de services de garde éducatifs à l'enfance de 2,5 milliards. Donc, il faut trouver un terrain d'entente et ça se fait en négociant. Et moi, je souhaite que cette négociation-là, je le souhaite de tout cœur, honnêtement, elle se termine le plus rapidement possible pour les parents, les tout-petits et les éducatrices. Je suis persuadé, Monsieur le Président, qu'on est capable d'y arriver. Première complémentaire, Madame la députée de Sherbrooke. Elles demandent l'équivalent de 16,75 $, Monsieur le Président, et se font dire que c'est déraisonnable. On leur confie le développement de nos enfants. Il me semble que c'est le minimum. Le premier ministre voulait créer des jobs à 50 000 $ par année. Maintenant, il refuse de payer les éducatrices décemment. Pour avoir l'air généreux, le ministre va même jusqu'à inclure le coût des dépenses pour les repas des enfants dans le salaire qu'il compte offrir aux éducatrices. Si la petite enfance, c'est si important que ça et qu'ils sont féministes comme ils le disent, comment ça se fait qu'ils refusent de payer décemment les éducatrices? Monsieur le ministre de la Famille. Monsieur le Président, il n'y a pas de démagogie ici. Si je voulais, je pourrais prendre des chiffres encore plus élevés parce que ce que je vous donne, ce sont des chiffres lorsqu'il y a 6 enfants. Lorsqu'il y a un poupon, c'est encore plus. Lorsqu'il y a un enfant handicapé, c'est encore plus.
Je reste prudent quand je dis qu'on leur donne 55 000 par année. Oui, il y a des dépenses, il y a aussi des déductions fiscales, et je rappelle qu'elles ne sont pas payées à l'heure. Ça, je pense que c'est le plus important. On ne peut pas dire, lorsqu'on verse une subvention et qu'elles reçoivent aussi une contribution du parent, qu'elles gagnent sous le salaire minimum. Ce n'est pas honnête de dire ça. Je souhaite qu'elles améliorent leurs conditions de travail. C'est la raison pour laquelle on a mis l'argent sur la table bien plus que lors de la dernière négociation. On est capable d'arriver à une entente. Attention encore une fois aux termes que vous utilisez. Ils ne sont pas toujours nécessaires. Vous le comprendrez fort bien, Madame la députée de Sherbrooke. À vous la parole. La pénurie de place, elle est grave au point où ça affecte tout le reste de la société. En ce moment, il y a des enseignantes en congé sans solde forcées parce qu'elles n'ont pas de place pour leurs enfants. Il y a des étudiantes en soins infirmiers qui annulent leur inscription au cégep, qui reportent leur projet d'études parce qu'elles n'ont pas de place pour leurs enfants. Toute la société dépend de l'accès aux places en service de garde et c'est pas réaliste de demander aux éducatrices de supporter à ce point-là toute la société sans leur offrir un revenu décent. Est-ce que la CAQ pense vraiment qu'elle va pouvoir faire la relance sans compter sur les éducatrices et les places en service de garde? Monsieur le ministre de la Famille. Les services de garde éducatifs à l'enfance font partie de la relance économique. C'est la raison pour laquelle on les a supportés pendant la pandémie. L'opération nous a coûté 150 millions de dollars, Monsieur le Président. Les contribuables québécois ont payé, avec raison, 150 millions de dollars pour maintenir le réseau. Je n'appellerai pas ça une dépense, j'appellerai ça un investissement, ça en valait la peine. Notamment, 65 millions pour compenser les éducatrices en milieu familial, notamment, en leur versant la contribution parentale perdue. On a honnêtement fait beaucoup pour maintenir le réseau. Je pense que quand on regarde notre bilan, ça parle de soi-même. Et on va continuer avec une offre qui est sur la table, qui est raisonnable compte tenu du contexte économique actuel. Négocions, on est capable d'arriver à une entente. Question principale, Monsieur le député de Robert Baldwin. Merci, Monsieur le Président. Alors, le directeur national de la santé publique nous a annoncé que nous entrons dans la deuxième vague de pandémie. C'est très préoccupant pour la vaste majorité des Québécois et bien sûr pour nos entrepreneurs. Pour le ministre de l'Économie et le Premier ministre, un éventuel reconfinement, ils l'ont dit, serait même catastrophique, désastreux. Alors, la question est simple. Quel est le plan? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que ce risque, qui est très réel, il faut le gérer. Il y aura, oui, un désastre économique si la CAQ continue de gouverner comme ça, à vue, sans plan de contingence rigoureux. Alors, Monsieur le Président, ça fait déjà des mois que nous demandons de voir un tel plan et on ne l'a pas encore vu. Alors, à quand le plan du ministre? Est-ce qu'on va encore rester longtemps dans le « on verra », sauf qu'en septembre, « on verra » ne tient plus la route, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Économie. Monsieur le Président, par le passé, on est habitué par les gouvernements qui faisaient dans la documentation, alors que nous, au gouvernement, on fait dans l'action. Le premier élément d'un plan, c'est d'avoir la capacité à court terme, de savoir s'adapter et de pouvoir réagir. Et c'est ce que nous avons fait. Peu de temps après le confinement, dans la réouverture, on a mis en place des programmes très percutants. Le Pacte avec Investissement Québec, le PACME, que mon collègue au travail a mis en place, et l'aide d'urgence aux PME. Nous avons mis de la liquidité dans le système, qui était ce qui était requis pour sortir du confinement. Avec un très grand succès, quand on compare qu'il n'y a aucune autre province qui a eu les moyens de faire comme tel. Maintenant, pour la relance économique, on a annoncé, et on commence à faire des annonces successives, qu'il y a 4 chantiers importants qui vont faire la relance. Le premier, c'est qu'on va avoir des chantiers stratégiques. On en a 5, l'aéronautique, les forêts, l'aluminium, l'électrification aux sciences de la vie, qu'on va mettre de l'argent pour combler l'écart d'investissement privé. On a nos investissements transversaux en innovation, autant la numérisation que toute la question du... Et on a d'autres programmes, développement régional et la balance commerciale. Première complémentaire, M. le député. Merci, Monsieur le Président. J'espère que ces plans-là contiennent beaucoup moins de prêts et beaucoup plus d'équité. Surtout nos PME, elles n'ont pas besoin de s'endetter davantage. Monsieur le Président, les grappes que le ministre vient de mentionner, aussi importantes soient-elles, ne représentent pas l'ensemble des entreprises du Québec. On laisse complètement tomber ce qu'on appelle le tissu économique de proximité. Et c'est ça qui est important. Ce secteur-là, l'économie de proximité, est bien trop grosse pour qu'on en laisse tomber. Que vous allez faire?
Alors, effectivement, je suis d'accord qu'en finissant ma réponse, nous avons des chantiers stratégiques où on va faire la relance de l'économie au niveau macro, mais on a aussi nos PME. On a aussi 45 000 entreprises au Québec, on parle de bars, des restaurants, de différentes entreprises qu'il faut s'occuper. Vous savez qu'on a un programme fédéral qui fait très bien son travail, la subvention salariale. Nous avons mis de concert avec le fédéral le programme pour l'aide au loyer, les deux dépenses principales de nos PME, qui sont les salaires et le loyer. Force est d'admettre que malgré l'implication du gouvernement provincial, le programme de loyer ne fonctionne pas. Nous travaillons présentement avec mon collègue qui est assis ici normalement, M. le ministre des Finances, et le gouvernement fédéral pour pouvoir remettre en place un programme de loyer qui va suffire pour nos entreprises. Cela met fin à la période de questions et de réponses orales.